Troisième partie avec une actualité parlementaire et politique chargée et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Comment lutter contre l'habitat indigne après le drame de Marseille, l'effondrement de plusieurs immeubles en centre-ville, drame qui a tué 8 personnes. Un élu propose des pistes pour lutter contre l'insalubrité. Le texte est examiné tout à l'heure au Sénat. Et puis c'est également l'actualité cette semaine, le projet de loi sur les mobilités, un texte qui doit dessiner les transports de demain et que les sénateurs comptent profondément remanier. Ils s'inquiètent surtout du financement de cette loi qui, selon eux, n'est pas assuré. Il y a urgence, il faut réinventer l'Europe, c'est ce qu'écrit Emmanuel Macron dans une tribune publiée ce matin dans l'ensemble des pays de l'Union. Le président lance la campagne des Européennes en plaidant pour une renaissance de l'Europe. Il propose également une banque européenne du climat. Je vous le disais en titre, comment lutter contre l'habitat indigne et insalubre après le drame de Marseille et l'effondrement de plusieurs immeubles en plein centre-ville. Un drame qui avait coûté la vie à 8 personnes. Un élu, un sénateur, propose des pistes pour lutter contre l'insalubrité. Le texte est examiné tout à l'heure au Sénat. Explication Alizée Boissin. C'était il y a 4 mois, en plein cœur de Marseille. L'effondrement d'immeubles insalubres rue d'Aubagne faisait 8 morts. Une stupeur, mais pas une surprise. On connaissait l'état d'insalubrité de ces immeubles. Et à Marseille, on en compterait 40 000 dans la même situation. Intolérable pour le sénateur Bruno Gilles. L'élu appartient à la majorité du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, depuis ses premières candidatures en 1983. Candidat à la mairie de Marseille, Bruno Gilles a déposé une proposition de loi pour en finir avec l'habitat indigne. Vous savez très bien tout ce qu'on reproche à l'État, c'est ce désengagement, d'être trop loin. Donc là, finalement, cette main tendue, cet appel, ça serait la possibilité pour l'État de dire ben voilà, moi je vais y aller dans ce plan Marshall à Marseille, parce que c'est la deuxième ville, parce qu'elle en a besoin. Et en même temps, je montre que l'État, le gouvernement, peut travailler avec les collectivités quand elles en ont besoin. Examiné cette semaine par la Commission des affaires économiques, le texte s'organise autour de 3 axes. Un regroupement de services dédiés à l'habitat indigne, accélérer les réponses aux situations d'insalubrité en ramenant d'1 an à 3 mois la durée maximale d'habitation d'un immeuble déclaré insalubre. Enfin, une application plus sévère de la loi du permis à louer contre les bailleurs privés qui offrent des logements indignes. Pour Marie-Noëlle Yenman, membre de la Commission des affaires économiques, il faudrait aller plus loin. Recenser ce qui reste à faire ou les nouveaux points qui émergeraient et comme ça avoir une vigilance permanente des collectivités locales aux yeux des citoyens, opposition et majorité dans une mairie. L'insalubrité, un fléau national qui toucherait près de 600 000 logements en France. Voilà, et puis c'était également l'actualité au Sénat, le projet de loi sur les mobilités, Saveria. Un texte qui doit dessiner les transports de demain, mais que les sénateurs comptent profondément remanier. 600 amendements sont déjà prévus. Ils s'inquiètent notamment du financement de cette loi. Explication Marie Brémaud. Déjà 624 amendements déposés ici au Sénat. Et les enjeux sont importants puisqu'il s'agit d'écrire le cadre général des politiques de mobilité pour les 10 ans à venir, même si au Sénat on pousse le gouvernement à avoir une vision plus lointaine et à s'engager sur 25 ans. La grande incertitude de ce projet de loi mobilité concerne le financement. À partir de 2020, il manquerait 500 millions d'euros chaque année pour financer les infrastructures et les politiques publiques en matière de transport. Le Sénat propose de flécher l'intégralité de la hausse de la taxe sur les carburants, soit la TIPCE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, vers le financement des infrastructures de transport. Une disposition à laquelle la ministre des Transports n'est pas défavorable, mais qui n'a pas les faveurs de Bercy. Autre point du texte en débat, la gouvernance en matière de transport. Les sénateurs veulent donner encore plus de marge de liberté et de décision aux élus locaux, c'est-à-dire aux régions et aux intercommunalités. Jusqu'à l'examen en séance à la mi-mars, les sénateurs espèrent négocier avec l'exécutif plusieurs dispositions. Voilà, place maintenant au face-à-face dans un instant, on s'y retrouve. Il fait son entrée sur ce plateau pendant le générique, c'est Hervé Maurey. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de l'Eure et merci d'être présent ce matin avec nous. Merci de votre invitation. Bonjour Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. 600 amendements, une réécriture complète du texte. C'est quoi le problème avec cette loi mobilité ?
Alors d'abord, c'est demain que nous allons examiner ce texte en commission et les 600 amendements qui ont été déposés par le rapporteur et par des sénateurs de tous les groupes. Le principal problème de cette loi, c'est qu'elle n'est pas financée. La ministre elle-même a dit qu'il manquait 500 millions et on y reviendra. Mais surtout, on donne aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité, c'est-à-dire en matière de transport, mais on ne leur donne pas les moyens d'exercer cette compétence. Et mettre en place des services de mobilité, des services de transport, ça coûte de l'argent. Et on sait très bien aujourd'hui que les collectivités n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à de nouvelles compétences. Donc on a à cœur de donner aux collectivités les moyens d'exercer cette compétence. La question du financement, on va y venir. Peut-être d'abord, j'aimerais rester sur le cœur du texte, sur l'esprit de cette loi. Elle doit dessiner, on l'a dit, les transports de demain. En quoi la vision du gouvernement, elle diffère de la vision du Sénat, de votre vision ? La vision, elle diffère dans la mesure où le gouvernement reste sur des bonnes intentions et des grands principes, mais ne permet pas que ces bonnes intentions et ces grands principes deviennent réalité pour les questions de financement. Et aussi parce que sur un certain nombre de sujets, le texte tel qu'il est aujourd'hui ne donne pas assez de pouvoir aux collectivités locales. Je pense, pour prendre un exemple, notamment sur la mise en œuvre de tous ces nouveaux services. On souhaite que les maires puissent être informés en amont et même puissent réglementer la mise en service de ces trottinettes électriques, de toutes ces nouvelles mobilités qui fleurissent aujourd'hui dans les rues sans même que les maires soient informés. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça montre bien qu'il faut que les élus aient plus de pouvoir pour mettre en œuvre cette loi et faire face à ces nouvelles mobilités. Parce que la question, c'est comment améliorer les transports, mais surtout comment faire en sorte que tout le monde cohabite en ville. Vous venez de le dire, il y a des nouveaux modes de déplacement, certains qui peuvent être dangereux, qui ne sont pas régulés, notamment les trottinettes électriques. On le voit dans les grandes villes actuellement. On vit aujourd'hui une véritable révolution en matière de mobilité. On commence à avoir des expérimentations en matière de véhicules autonomes. On voit fleurir, vous l'avez dit, dans les grandes villes, toutes sortes de nouvelles mobilités, comme les trottinettes électriques, par exemple. Et c'est très peu encadré aujourd'hui, c'est très peu réglementé. Les maires souvent découvrent ces services, n'ont pas les moyens de les encadrer. Et c'est un point sur lequel, effectivement, on souhaite faire évoluer le texte. Alors, l'autre grand bras de fer, on vient de l'évoquer entre le gouvernement et vous sur ce texte, c'est la question du financement. Vous avez pointé ce problème-là. Pour vous, il manque encore 500 millions d'euros par an pour financer cette loi. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la ministre elle-même. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'il manque 500 millions parce que l'État, et sans doute Bercy, vous l'avez dit dans votre reportage, a décidé qu'à partir de 2020, on mettrait moins de TICPE en faveur des routes. Pourquoi c'est scandaleux ? Parce qu'en 2014, on a décidé d'augmenter la TICPE, c'est-à-dire l'impôt que payent les Français et les Françaises chaque fois qu'ils vont à la pompe. On l'a augmenté de 2 centimes pour les véhicules légers par litre et de 4 centimes pour les poids lourds. Et on a dit que cette augmentation, elle serait totalement affectée à l'entretien et à la régénération du réseau routier à travers l'AFID, qui est l'agence chargée de l'entretien et de la régénération des réseaux routiers et ferroviaires. Bon. Et ça, c'est une décision qui a été prise à la suite de la suppression de l'écotaxe. Bon. Et quelques années après, Bercy veut faire un hold-up, donc c'est absolument scandaleux, c'est un hold-up que Bercy veut faire sur cet argent, sur ces sommes que payent les Français pour nos routes. Ils veulent remettre ça dans le budget d'État. Et après, on dit il va manquer 500 millions. Mais c'est un véritable scandale. C'est un hold-up que l'État veut faire. Et donc nous, ce que l'on veut, c'est sanctuariser cette part de TICPE qui a été décidée et qui est payée par les Français pour les routes. Elle doit rester aux routes. Avant de dire, comme l'envisage le gouvernement, on va créer une taxe, on veut toujours créer des nouvelles taxes dans ce pays, on veut faire une taxe sur les poids lourds. Nous, on veut que l'argent qui a été dédié pour aller aux routes aille aux routes. Alors, ce que dit la ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle vous répond, tout d'abord, les financements, les engagements, ils seront tenus. Ça, c'est ce qu'elle dit, c'est une affirmation. Elle dit, non, mais vous dites c'est faux, mais elle vous répond, ils seront tenus, c'est la ministre des Transports. Par ailleurs, elle dit, sur le financement, elle dit une partie reposera notamment sur les amendes radars. Pour vous, la ministre, là, ne dit pas la vérité? Elle ment? Écoutez, moi, je me réfère aux faits. Les faits, quels sont-ils? Le budget de l'AFID, qui encore une fois est l'agence en charge de tous ces investissements, a été voté le 27 février, le budget de l'année 2019, donc avec 2 mois de retard par rapport au début de l'exercice. Et il manque 200 millions
par rapport aux prévisions du gouvernement pour cette année. Je rappelle que nous, au Conseil d'orientation des infrastructures, on avait dit qu'il fallait 3 milliards pour tenir les objectifs fixés par le président de la République, donc des objectifs qui ont été établis par l'exécutif. Le gouvernement a dit on va mettre 2,7 milliards par an, et finalement au niveau de l'AFITF, on a un budget qui est inférieur à 2,5 milliards. Faire attention aux acronymes pour nos spectateurs. Déjà, l'AFITF, c'est encore une fois l'agence qui finance les investissements routiers et ferroviaires. Et donc cette année, ce sont des faits, ce ne sont pas des déclarations, ce n'est pas de la polémique, ce n'est pas des procès d'intention. L'AFITF a dû voter un budget dans lequel il manque 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'essentiel du financement de nos infrastructures repose sur les amendes de police. Et ce n'est pas normal. Et donc, encore une fois, il y a une recette dédiée qui est une part de TICPE, la taxe sur les produits énergétiques. Elle a été votée pour aller à l'entretien de nos routes, elle doit rester aux routes. Vous l'avez dit, on va donc suivre attentivement l'examen du texte en séance. L'autre proposition de loi sur laquelle j'aimerais vous entendre, Hervé Maurey, c'est la loi sur l'habitat indigne. C'est le texte de Bruno Gilles qui est examiné cet après-midi en séance après le drame de Marseille, le drame de la rue d'Aubagne. Ce texte propose de regrouper tout d'abord les services dédiés à l'habitat indigne, de réduire les délais d'habitation dans un immeuble insalubre. Est-ce que ça vous paraît suffisant et juste comme mesure ? Écoutez, ce texte va dans le bon sens et je salue évidemment l'initiative de mon collègue. Il faut tout mettre en œuvre pour que des drames tels que celui qu'on a connu à Marseille ne puissent pas se reproduire. Et ça nécessite effectivement d'avoir des contrôles plus stricts, plus rapides, plus fréquents et surtout des sanctions extrêmement fortes par rapport à ce qu'on appelle les marchands de sommeil. On reproche beaucoup à l'État son désengagement sur ces questions. Est-ce que c'est le cas ? Malheureusement, le désengagement de l'État, il s'observe sur quantité de sujets. Mais c'est vrai qu'en matière d'habitat, on sait très bien que certaines actions relèvent de l'État, d'autres relèvent de la commune. Donc il y a aussi, à la base, le besoin de clarifier les compétences, de savoir qui fait quoi, de simplifier, de faire en sorte que les procédures soient beaucoup plus rapides et qu'elles soient aussi beaucoup plus sévères. Il faut aussi que le gouvernement et les collectivités travaillent ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ou ce n'est pas assez le cas ? Aujourd'hui, dès lors que vous avez plusieurs collectivités, en l'occurrence la commune et l'État, qui sont souvent en frontière sur des compétences importantes, il y a souvent tendance à ce qu'on se renvoie la balle et surtout à ce que les choses prennent du retard. Encore une fois, je crois qu'il faut être beaucoup plus strict, beaucoup plus exigeant et beaucoup plus réactif aussi. L'opposition de gauche, Marie-Noëlle Lienemann, dans le sujet, on l'a vu, trouve que ce texte ne va pas assez loin, n'est pas suffisant. Est-ce que vous partagez cette opinion? Vous voterez ce texte cet après-midi? Moi, je voterai ce texte parce qu'effectivement, c'est un pas important pour essayer de faire en sorte que des drames tels que celui de Marseille ne se reproduisent pas. Mais ce n'est pas suffisant. Écoutez, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas, mais en tout cas, à ce stade, c'est nécessaire et il faut faire ce premier pas et je voterai cette proposition de loi sénatoriale. Très bien. Hervé Maurey, vous connaissez la sensibilité des gens sur cette question, la question des radars. Votre passe d'armes donc sur les radars avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a retenu donc mon attention. Quand vous dites on ne peut pas se réjouir que les recettes des radars soient dynamiques. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas être citoyen? Est-ce que vous n'êtes pas à la limite non, pas du pour tout. un élu, pour un sénateur, de dire ça? Pas du tout. J'ai fait d'ailleurs la comparaison avec la fiscalité écologique. C'est un peu la même chose. Ce sont des dispositifs qui sont faits pour inciter justement les citoyens à mieux se comporter. Pourquoi il y a des radars? C'est pour non pas générer du cash, non pas taper les Français au porte-monnaie et essayer de remplir les caisses de Bercy. C'est pour inciter les Français à respecter les limitations de vitesse. Et donc, si le produit des radars augmente, ça montre que justement les Français ne respectent pas ces limitations. Mais vous l'avez dit, donc ça n'est pas un bon signal. Que les recettes diminuent en fait. Ça oui, parce que si demain les recettes diminuent, ça veut dire que les Françaises et les Français seront plus exemplaires en matière de sécurité routière. Vous avez une idée du coup là que ça va engendrer, tout ce qui s'est passé, la crise des Gilets jaunes, ces radars endommagés partout? Oui, tout à fait. On sait très bien que sur 2019-2018, il était prévu à l'origine autour de 400 millions de recettes et qu'on est à peine à 200 millions. Donc on a perdu au moins 200 millions. Alors ça, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est pas parce que les Français conduisent plus prudemment, c'est parce que ces radars ont été cassés. Vous comprenez la sensibilité des gens là-dessus. Et que ça, en plus, conduira à un coup de remise en état. Donc ça, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. Merci Hervé Maurey. Merci beaucoup Hervé Maurey. Sénateur centriste de l'Eure d'avoir été notre invité ce matin. On passe à l'agenda. Ce qui se passe au Sénat, Saveria.
Absolument. Aujourd'hui en séance, reprise de la séance à 14h30, explication de vote, puis vote sur la proposition de loi visant à fournir une information aux patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie. Un texte de Catherine Deroche, Bruno Retailleau et Alain Milon. À 14h30 également, on vient d'en parler, la proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Un texte de Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône, que nous accueillerons d'ailleurs demain. Enfin, une audition à suivre, celle de Gabriel Attal à 16h30, le secrétaire d'État auditionné sur le service national universel. Et il cumule des mandats maintenant, Saveria. Voilà, quelle sera la traduction politique du grand débat? Certains plaident pour une réponse en partie institutionnelle, notamment Gérard Larcher, le président du Sénat, qui propose de revenir, on en a parlé, sur le non-cumul des mandats pour rapprocher les élus de leurs concitoyens. Il propose également de faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée. Explication, Jonathan Dupriez. Plutôt qu'un RIC, Gérard Larcher milite pour un référendum d'initiative partagée plus facilement applicable. Actuellement, pour déclencher le dit référendum, il faut recueillir les signatures de 185 parlementaires et plus de 4,5 millions d'électeurs. Gérard Larcher prône ainsi un abaissement du seuil de signature à 2 millions. Actuellement, c'est 10% du corps électoral. 4 millions. 4 millions. Donc, 10% du corps électoral et presque 200 parlementaires. Nous arbitrerons au mois de mars, mais la proposition qui est faite est au moins de la baisser de moitié. Le président du Sénat entend aussi revenir sur le non-cumul des mandats pour les maires, car pour lui, les élus locaux sont le ciment de la République. Mois de novembre, c'était balance ton maire. Février, c'est accroche-toi à ton maire. Et donc, le rôle de l'élu local est essentiel, et avoir des parlementaires qui sont aussi enracinés dans le local, ça m'apparaît important. Vous dites vive le cumul. Je ne dis pas vive le cumul, je dis réfléchissons bien. Nous n'avons jamais été favorables à la déliaison totale. Autre sujet, le rôle du Sénat dans les institutions. Pour Gérard Larcher, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a permis de balayer certaines critiques quant à l'utilité de la Chambre haute. Cette commission d'enquête, mais bien d'autres sujets, démontrent l'importance du bicamérisme, d'avoir une assemblée qui ne procède pas de l'élection présidentielle. Le Sénat qui procède d'un autre temps, du suffrage universel indirect. C'est un lieu où on ne dit jamais oui par discipline et jamais non par dogmatisme. Gérard Larcher réaffirme avec force le rôle du Sénat dans un contexte de tension avec l'exécutif. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron avait émis la possibilité d'une fusion entre la Chambre haute et le CESE. Voilà, rubrique habituelle maintenant dans cette émission, l'œil 2. À tout de suite. À l'œil de Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Bonjour Jean-Philippe, on vient de le voir dans le sujet. Quelle sera la traduction politique du grand débat? Elle pourrait être en partie institutionnelle. Gérard Larcher notamment et d'autres proposent de revenir sur le non-cumul des mandats. Est-ce que c'est pas un peu rétrograde tout d'abord? Ça paraît quand même un petit peu de l'ancien monde, parce que le cumul des mandats est un petit peu le mal institutionnel français. Il a été présenté comme cela. François Hollande a voulu aller de l'avant en proposant la limitation, pas la suppression, la limitation plus forte du cumul des mandats en interdisant à un parlementaire de cumuler avec un exécutif local. La dynamique, ce serait d'aller jusqu'au bout et d'interdire totalement le cumul des mandats, au moins pour les parlementaires. Ou alors de trouver quelque chose de plus original, de différent, et qui permettrait d'aller jusqu'au bout pour l'une des deux chambres, celle qui représente directement le peuple, l'Assemblée nationale, quitte à revenir peut-être un tout petit peu en arrière pour celle qui représente les collectivités territoriales, afin que justement elles soient mieux investies dans le Parlement et que les sénateurs puissent cumuler. En clair, ce dont vous nous parlez, c'est un cumul des mandats pour les sénateurs, pas pour les députés. Ça serait possible de différencier les parlementaires? C'est possible, c'est possible. Les sénateurs et députés ne sont pas identiques, ils sont différents. Ce sont deux chambres qui représentent deux réalités différentes. Encore une fois, le peuple pour l'Assemblée et les territoires pour le Sénat. Et pour l'instant, on a décidé de les aligner, mais on peut parfaitement les séparer. Roger Cauchy me disait hier, qui était invité ici, me disait hier, oui, un cumul des fonctions, mais
pas de cumul des indemnités. Ça veut quand même dire que les élus sont conscients de la mauvaise image qu'enverrait, le mauvais signal qu'enverrait ce retour au Alors, au les cumul des indemnités mandats. n'ont jamais été cumulables en réalité. Il y a même à l'époque du cumul des mandats, avant la Non, mais elles réforme, s'additionnaient néanmoins. elles s'additionnaient, mais d'une elles étaient certaine façon. plafonnées et le plafond était très proche de l'indemnité des parlementaires. Donc en réalité, il n'y avait pas véritablement de cumul des indemnités. Mais effectivement, je pense que les élus en ont parfaitement conscience parce que, encore une fois, c'est une mesure de l'ancien monde et l'on attend aujourd'hui des parlementaires qui sont entièrement dédiés à leurs électeurs. Raison pour laquelle, pour faire le lien avec une autre mesure proposée dans le cadre du grand débat, il ne faut pas les diminuer parce que pour leur permettre d'être véritablement en contact avec les électeurs, ils doivent bel et bien être présents dans leur territoire. Vous évoquez la réduction du nombre de parlementaires. L'autre traduction politique au grand débat, ça pourrait être précisément le retour de la réforme des institutions, plusieurs fois repoussée, on en parle maintenant de septembre. Est-ce que, selon vous, ce texte, cette réforme va être remis sur les rails ? C'est une hypothèse, elle est toutefois assez mal engagée à ce jour, plusieurs fois repoussée, vous l'avez dit, à chaque fois pour des problèmes conjoncturels différents. L'affaire Benalla qui a envenimé, qui n'est pas juste un fait divers, qui a quand même envenimé les institutions pendant très longtemps, les gilets jaunes, parce qu'il était question de la remettre au mois de janvier. Et donc maintenant on parle de septembre, je ne peux pas, j'ai pas de boule de cristal, mais elle est néanmoins associée à des problèmes, cette révision constitutionnelle. Et donc, à ce stade, elle véhicule un message négatif qui la pénalise beaucoup. Justement, pour terminer rapidement, est-ce que c'est vraiment ce type de réponse qu'attendent les Français, qu'attendent les Gilets jaunes après une telle crise qui s'est notamment cristallisée sur le pouvoir d'achat ? Est-ce que c'est une réponse institutionnelle que veulent les Français ? La révision constitutionnelle, ce n'est pas une réponse sur le pouvoir d'achat, très précisément. Et donc, elle ne suffirait pas à apporter la solution à cette crise des Gilets jaunes. Elle peut être un complément. Je pense que les Gilets jaunes revendiquent davantage de démocratie, donc elle peut être effectivement un élément complémentaire. Mais si on pense que rien qu'avec cela, on va solutionner la crise actuelle, je crois que c'est un leurre. Merci beaucoup. Sur cette question. Je ne peux pas parler au nom de mes collègues, mais je crois que nous pensons tous qu'il faut faire évoluer la Ve République. Après, il y a de nettes divergences sur la façon de le faire. La Ve République. Merci. Merci pour cet Jean-Philippe éclairage. Desrosiers, Merci constitutionnaliste. On passe maintenant à la revue de presse dans un instant. Merci. Voilà, à la une de l'Alsace, l'Europe rêvée d'Emmanuel Macron suite à cette tribune ce matin parue un peu partout en Europe. Il y a urgence, il faut réinventer l'Europe. C'est ce qu'écrit Emmanuel Macron dans une tribune publiée ce matin dans l'ensemble des pays de l'Union. Le président lance la campagne des élections européennes en plaidant pour une renaissance de l'Europe, remise à plat de Schengen, bouclier social, banque pour le climat. À l'approche des européennes le 26 mai, le chef de l'État décline une batterie de propositions pour l'Union dans une tribune adressée aux 28 pays membres, adressée aux citoyens du continent. L'Alsace qui s'interroge également sur les conséquences du Brexit. Les expatriés alsaciens qui vivent outre-Manche sont inquiets bien sûr de l'absence d'accord jusqu'à présent sur le Brexit. L'Alsace s'interroge, mais aussi Sud-Ouest ce matin. Va-t-on perdre des millions ? Et ce n'est pas un jeu dont il s'agit. C'est l'autre inquiétude, elle concerne les aides européenne. Va-t-on perdre des millions, près de 700 millions d'euros de fonds européens versés à la France pour développer le rural? Mais une grande partie de l'argent pourrait retourner à Bruxelles en cause des lenteurs administratives. Pour l'instant, seuls 4% ont été distribués. Il y a 5 ans, l'Europe avait attribué une belle enveloppe, 687 millions d'euros, pour aider la France à développer 340 territoires ruraux dans le cadre de son programme Leader. Des aides qui ne sont pas destinées à l'agriculture, mais bien à favoriser la cohésion sociale dans ces zones en développant l'attractivité de ces territoires. Voilà, le Levothyrox, c'est l'heure des comptes ce matin. C'est à la une du Télégramme de Brest. Quel sera le montant de l'indemnisation des victimes? Le procès au civil hors norme du Levothyrox touche à sa fin. Aujourd'hui, le tribunal de Lyon va déterminer si les patients qui ont eu recours à ce traitement ont été suffisamment informés sur le changement de formule. Le cas échéant, il va déterminer donc le montant de l'indemnisation à leur attribuer. Plus de 4000 personnes réclament des indemnités de 10 000 euros en moyenne. Voilà, et puis la Lorraine va servir de laboratoire. C'est à la une de l'Est républicain, la voie de la privatisation, voie VOIE.
La Lorraine et la région Grand Est vont servir de laboratoire national pour tester la privatisation du réseau ferré. Le chiffre donne le vertige. Il faut 800 millions d'euros pour la remise en état des lignes de dessert du territoire du Grand Est. 5 milliards à l'échelle nationale, annonce David Valence, qui est le vice-président de la région Grand Est en charge des transports. Monopole de la SNCF depuis 1938, le réseau ferré va s'ouvrir à la concurrence en 2020, en particulier pour les lignes transfrontalières. Voilà, aujourd'hui c'est Mardi Gras et à la une de La Voix du Nord, c'est notre quotidien va-t-il changer? Il s'agit du changement d'heure, bien sûr. Est-ce qu'on va rester à l'heure d'été ou passer à l'heure d'hiver? La consultation sur le changement d'heure organisée par l'Assemblée nationale a pris fin dimanche. L'engouement était important, près d'1,5 million de contributions. Les résultats ne seront connus que dans quelques jours, mais selon certaines sources, c'est l'heure d'été qui aurait l'avantage. Conséquence, c'est bien par exemple en Bretagne. Le soleil se lèverait fin décembre à 10h du matin. Voilà. Merci beaucoup Saveria pour cette partie parlementaire et politique et à demain. À demain, très bonne journée. Et nous on continue dans un instant la météo des territoires de Gilles Mouroux, le temps qu'il fait en France, mais également dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis juste après le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Le peripezie più recenti non sono, per quanto mi riguarda, quando l'ho chiamato, ci sono state affermazioni un po' eccessive. Ci sono peripezie, diciamo. Cette Europe-là, c'est une Europe has-been. Elle a montré ses limites. Vous parliez de protection, ce serait presque drôle si des millions de Français ne souffraient pas justement du manque de protection de l'Union européenne. Difendono il nazionalismo, vogliono lottare contro la nostra Europa. Io mi batterò con forza contro queste persone, perché credo che ci farebbero tornare indietro, che ci riporterebbero alle nostre divisioni interne, che ci farebbero perdere 10-20 anni riportandoci a queste divisioni. Ils parlent de souveraineté européenne, c'est-à-dire qu'elle se substituerait à la souveraineté nationale. Ils veulent aller encore plus loin dans l'intégration européenne, c'est-à-dire dans le fonctionnement d'une Union européenne qui ne marche pas et qui a abouti à l'impuissance collective de nos nations. Emmanuel Macron ne rentre pas en campagne, il est déjà en campagne déguisée avec les moyens de l'État et avec le temps de parole de la République En Marche qui n'est pas décompté depuis qu'il est dans le grand débat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je bondis quand j'entends vos paroles. L'Europe qui protège, mais qui protège qui ? Oui, l'Europe qui protège les banquiers, les évadés fiscaux, les grosses multinationales. L'Europe qui protège, si ma mémoire est bonne, c'était même une affiche de Jacques Chirac. Voilà, le problème, au-delà des slogans, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, par exemple, Emmanuel Macron a clairement annoncé, enfin, En Marche a clairement annoncé que les futurs députés européens élus par En Marche rejoindraient le groupe des libéraux. Le groupe des libéraux, c'est M. Guy de Verhofstadt. C'est au contraire quelqu'un... Guy Verhofstadt, oui. Voilà, Guy le Verhofstadt, pardon, oui. belge. C'est au contraire, ancien Premier ministre. C'est au contraire quelqu'un qui est attaché à une Europe très ouverte. On dit juste qu'on veut créer une police qui soit commune, qu'on veut créer des règles communes et partagées. Et ça, c'est pas forcément s'aligner sur ceux qui ont la politique la plus dure, c'est avoir un travail commun. Mais ceux qui ont envie d'avancer n'ont pas à être empêchés par ceux qui ont envie que rien ne bouge, par ceux qui préfèrent le statu quo, voire l'immobilisme. Si demain, nous voulons faire à 15, à 20 ou à 25 des avancées sur tel ou tel sujet, on doit être en capacité de le faire. Sur les 870 employés actuels, 320 devraient bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Une vingtaine pourrait être reclassée à Blanquefort.
530 personnes devraient donc être licenciées. Le gouvernement reste finalement dans une attitude totalement passive à se préparer à homologuer un plan social d'une entreprise qui a décidé de casser son outil industriel en Europe. La solution, c'est celle qui est utilisée dans beaucoup d'États modernes, en Europe, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, la nationalisation temporaire du site de Blanquefort pour à la fois ne pas perdre les emplois, mais surtout maintenir des savoir-faire. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain évidemment pour une nouvelle émission. L'invité politique de demain, ce sera Laurent Hénart, le président du Parti Radical. Il sera en direct sur ce plateau. Merci encore de votre fidélité. Bonne journée à tous et à demain. Au revoir.